Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être venus si nombreux pour cette présentation sur Emacs. Je suis Florian Boulet, je suis développeur. Actuellement, je travaille sur du Clojure, principalement, même exclusivement depuis 2 ans. Si vous ne connaissez pas Clojure, c'est un Lisp. Et l'éditeur de référence des développeurs Clojure, puisqu'il y a un sondage annuel qui est fait, c'est Emacs. Ce qui explique que je suis aussi que j'utilise Emacs en tant qu'éditeur principal depuis quelques années maintenant. Avant de commencer, juste pour savoir le public, est-ce qu'il y a des utilisateurs d'Emacs ici à part moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va dire une petite dizaine pour ceux qui n'ont pas répondu, plus moi. Je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais enfin Emacs c'est assez large, donc il y a de chances que vous appreniez des choses, en tout cas j'espère. Pour tous les autres, on parlera un tout petit peu d'Emacs au début, déjà rappeler ce qu'est Emacs, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus finalement, parce qu'on pourrait en parler pendant des semaines et des mois même d'Emacs. Là, l'intérêt de cette présentation, c'est vraiment de parler spécifiquement de la feature qui s'appelle Org Mode dans Emacs, qui est une des killer features d'Emacs. Et après, une fois qu'on aura fait un tout petit peu de slide, de parlotte, je vais coder pendant toute la session, utiliser Org Mode pendant toute la session pour vous montrer sa puissance et à quel point c'est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, moi je l'ai trouvé incroyable cette feature quand je l'ai découverte. Voilà, j'ai fini la présentation. On passe sur Emacs. Touk, alors, hop, c'est pas le début. Alors, très important, je préfère, vu que je vais passer une bonne partie de la session à parler, enfin à coder, enfin à utiliser mon ordinateur, si je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas grave en fait. Donc du coup, si vous avez des questions, interrompez-moi et je préfère y répondre en cours de session plutôt que d'attendre la fin éventuelle. Moi, finalement, ce qui se passera, c'est que je vous montrerai juste moins de choses, mais il y aura sûrement eu assez de temps pour que je vous peut-être donne un bon aperçu d'Org Mode, même si on n'a pas les dernières choses que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Important, pourquoi est-ce que je voulais parler d'Emacs en fait, ça fait 2 ans que j'ai cette présentation en brouillon chez moi. Et je m'étais dit, ça parlait d'Org Mode, d'ailleurs, tellement je trouvais ça incroyable, j'avais déjà prévu une présentation et je trouvais pas en fait quoi en faire de cette présentation. Est-ce que je la présentais à des collègues? Est-ce que j'en faisais quelque chose? Je sais pas. Et donc au final, je me suis dit je vais la proposer à Devox. Et ce qui est marrant, c'est que, d'après mes recherches sur YouTube, sur la chaîne Devox France, j'ai jamais vu aucune présentation sur Emacs en 12 ans d'existence de Devox France. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose de niche. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai été accepté au CFP. Donc je vous remercie encore. Et Emacs, du coup, maintenant que c'est mon éditeur principal, je vous expliquerai un petit peu après ce qu'est Emacs, mais je trouve vraiment que c'est malgré l'âge de cet outil, que c'est un éditeur, c'est un outil qui mérite, pour le coup, qui mériterait d'être un peu plus mis en avant, parce qu'il a des qualités qui sont, je pense, assez uniques. Et pour moi, c'est aussi important de connaître maintenant Emacs que de connaître un Git, par exemple. Alors voilà, j'ai appris Git il y a 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement, et je l'utilise au quotidien. Pour moi, c'est aussi important maintenant de connaître mon Emacs que de connaître Git ou de connaître Maven, Hibernate ou Spring pour les frameworks Java. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est un outil que je considère maintenant important dans ma vie de développeur, dans ma vie de développeur, et je voulais vous en parler. Et un peu comme Git d'ailleurs, il faut fournir un certain effort au début dans Emacs avant de pouvoir l'apprécier. C'est pas la courbe d'apprentissage, elle n'est pas évidente. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette guéguerre qui existait entre Emacs et Vim, peut-être depuis les années 80. C'était plutôt vieille à l'époque d'ailleurs. On peut peut-être aujourd'hui dire qu'en termes d'utilisateurs, Vim a gagné, notamment avec ses successeurs tels que NeoVim. Pour le coup, moi j'utilise les deux puisque j'utilise une couche d'émulation dans Emacs qui s'appelle EvilMode comme indiqué ici, ce qui fait qu'en fait j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Certains développeurs Emacs disent que la meilleure distribution Vim est Emacs d'ailleurs, donc si vous hésitiez entre l'un et l'autre, vous pouvez peut-être aller sur Emacs directement. Emacs c'est quoi? Alors c'est un super vieil éditeur de texte, 1976.
Donc c'est encore maintenu. Et la particularité d'Emacs par rapport à VS Code ou que sais-je, c'est que c'est un interpréteur Lisp. C'est une machine virtuelle Lisp qui tourne, et donc, ça le rend extrêmement hackable. Hackable, je sais pas comment on pourrait dire, piratable, enfin personnalisable, parce que en utilisant Emacs Lisp, le langage avec lequel Emacs est développé, on peut complètement changer le comportement d'Emacs. Donc du coup, ça fait un éditeur extrêmement personnalisable et du coup extrêmement extensible. Malgré le fait que cet outil ait quasiment 50 ans, il reste extrêmement actif. La communauté n'est pas très grande, mais elle est très active. Il y a toujours des releases tous les 1 an et demi à peu près qui sortent. Et Org-Mode, pour vous donner un petit exemple, date de 2003, donc c'est pas du tout nouveau Org-Mode. Mais c'est toujours super bien. Et je ne vais pas parler plus de ça d'Emacs. Lundi, mercredi, il y avait un talk sur NeoVim qui expliquait pourquoi NeoVim c'était très bien. Donc en fait, tout est applicable à Emacs, sauf le temps de démarrage. NeoVim démarre en moins d'1 seconde, Emacs met un peu plus de temps à démarrer, quelques secondes. Généralement, ça dépend un peu de la conf de chacun, mais c'est un peu plus long à démarrer, mais tout ce qui fonctionne bien sur NeoVim marche bien sur Emacs. Typiquement aussi, le fait de pouvoir jamais utiliser la souris fait que c'est un bonheur d'utiliser Emacs une fois qu'on maîtrise les raccourcis clavier. Juste une petite anecdote, j'ai retrouvé un PDF sur le site du MIT, une documentation d'Emacs de 1978, ça montre un peu la particularité d'Emacs, donc ça, voilà, ça c'est juste... bon, dommage, le truc est un peu croppé parce que c'est... je vais peut-être... Touc. Ah ouais, je peux pas sortir. Si. Touc. Donc voilà. Et alors, important, pour ce qu'il y a dans ces docs, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit... ça date de 1978. Ce qui est bizarre aussi dans Emacs, c'est que les raccourcis clavier sont un peu bizarres. Par exemple, pour sauvegarder, on utilise CTRL-X, CTRL-S. Et pour sortir, en tout cas par défaut, c'est CTRL-X, CTRL-C. Et donc là, le petit screenshot que je vous montre là de 1978 montre qu'en 1978, on utilisait déjà CTRL-X, CTRL-C pour sortir d'Emacs. Et donc malheureusement, dans Emacs, c'est un certain historique derrière lui, du fait de son ancienneté. Et ce qui fait qu'il n'est pas forcément très beginner-friendly. C'est pas contrôle, voilà, CTRL X, CTRL C, c'est pas forcément évident, mais voilà, c'est parce qu'il y a un historique derrière, c'est ça que je voulais vous montrer. Et il faut aller outre en fait, si on veut s'investir dans Emacs, il faut aller outre ça. Moi, pourquoi j'utilise Emacs? C'est principalement à l'époque où j'étais un grand utilisateur d'IntelliJ, j'avais toujours besoin d'un éditeur à côté pour éditer des fichiers de conf ou n'importe quoi avec le terminal, c'était Vim à l'époque. Un moment, j'en ai eu marre d'avoir 2 éditeurs et je me suis dit lequel je vais prendre. Et j'ai donc commencé à apprendre Emacs. Je me suis dit que ça serait peut-être le meilleur des deux mondes. Et en fait, j'ai eu le déclic au moment où GitHub a abandonné Atom en 2021 ou 2022, je ne sais plus quelle année c'était. 2022. Je me suis dit, il y a des gens comme moi qui ont investi énormément de temps dans un éditeur comme Atom et qui du jour au lendemain se font abandonner par GitHub. Du coup, maintenant, Atom est quasiment mort et ces gens-là ont dû soit switcher ailleurs, soit pleurer, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et toujours est-il que je me suis dit, mais comment ne pas se retrouver dans le même cas de figure avec JetBrains, qui sait ce que viendra JetBrains en 10 ans. Donc du coup, je suis passé sur Emacs. Voilà, Emacs était là il y a 50 ans et il sera encore là quand je serai mort, je pense. Et vu qu'il est très actif, voilà, c'est devenu mon éditeur principal. Et je suis sûr que l'investissement que je mets aujourd'hui dedans, normalement, ça sera pour la vie. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, encore une fois. Org-Mode, allez, on passe au sujet du jour. Alors, dans une première approche, Org-Mode, c'est un langage de balisage léger, à la Markdown ou à la ASCII-Doc. C'est même tout à fait similaire à ça, et je vais vous montrer, je vous fais voilà, là j'ai fini la théorie, après c'est la démo, après ça. Je code après. Et donc du coup, dans une première approche, c'est ça, mais c'est surtout bien plus que ça. À partir de ces briques fondamentales que propose Org-Mode, à savoir faire du gras, des titres, des tableaux, un ensemble d'écosystèmes, c'est greffé là-dessus et on peut faire plein de choses avec et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ah oui, important, enfin certains disent qu'effectivement Org-Mode est une des killer features d'Emacs. Et avant de passer, c'est vrai que Org-Mode est né avec Emacs, mais il y a quelques applications extérieures qui gèrent les fichiers org, que ce soit sur Android ou même des applications autonomes ou même des applications web. Donc c'est pas confiné. Faire des fichiers org ne fait pas qu'on est confiné à Emacs, même si effectivement la plupart des fonctionnalités que je vais vous montrer ne fonctionnent que dans Emacs.
Et ce qui différencie OrgMod de Markdown et d'AsciiDoc, c'est qu'on peut rajouter des métadonnées partout. Et donc les métadonnées, vous pouvez bien imaginer qu'on peut en faire ce qu'on veut à partir du moment où on développe un package, ça s'appelle un package dans Emacs. À partir du moment où on développe un package, on peut interpréter ces métadonnées comme on veut. Et je vous le montre tout de suite. Je vais donc mettre une métadonnée sur ce heading qui s'appelle visibility folded. Et donc ça se présente de cette manière-là. Voilà, donc du coup là, c'est un ensemble de clés-valeurs, les properties, et c'est ce qui fait que OrgMod a sa particularité, c'est qu'on peut lui rajouter des métadonnées qui veulent dire quelque chose dans un certain contexte et rien dans un autre. Là, cela signifie que quand j'ouvre ce fichier, ce paragraphe-là sera caché de cette manière-là. Il sera plié, par exemple. Allez, on va éditer les documents. Hop, je vais passer en big. C'est assez lisible là? Ouais, c'est assez lisible, ça va. Donc désolé si je fais des petites erreurs de manipulation. Donc comme vous voyez, on est sur quelque chose d'assez classique hein, en termes de balisage. Je ne sais plus ce que c'est que ce truc. Non, c'est pas pour les citations, mais bon, bref, c'est pour... voilà. Donc on peut mettre en forme, tout comme dans Markdown, du texte. On peut créer des headings avec 2 étoiles, etc. etc. Là où ça se différencie quand même pas mal avec les éditeurs de Markdown et d'AsciiDoc, c'est qu'avec des simples raccourcis, vous voyez, je peux faire passer mon heading 2 en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 très facilement, quoi. Donc à partir du moment où on maîtrise la syntaxe de base qui est très proche de celle d'AsciiDoc ou de Markdown et les quelques raccourcis clavier qui vont avec, on commence à être très productif rien qu'avec de la production de documentation. Regardez là, si je fais Alt, Entrée, je ne vous l'ai pas dit, en haut à droite, il y a tous mes raccourcis que je suis en train de taper, mais c'est pas obligé de les retenir, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, en faisant Alt, Entrée, je me suis créé un heading de même niveau, etc. Donc voilà, il y a pas mal de raccourcis comme ça qui font que, finalement, c'est très simple à utiliser. Là, les blocs de code se font de cette manière-là. Voilà, hop. Voilà, là on a un bloc de code closure, hein, alors ça fait une addition entre 1 et 2. Etc., etc., etc. On peut faire des liens aussi, très facilement, avec double crochet. Bon, voilà, on va pas aller beaucoup plus loin que ça, parce que vous imaginez bien que c'est la base, un peu comme dans tous les éditeurs à balisage, enfin tous les langages à balisage léger, ça sert à faire de la documentation formatée. Et ce que propose OrgMod, et que je ne vais pas vous montrer, c'est d'exporter ça sous forme de n'importe quel format, que ce soit du PDF, du LaTeX, du HTML, que sais-je. Donc du coup, c'est très pratique pour faire de la doc et l'exporter dans un format donné, parce que il y a besoin de partager souvent des documents avec des gens. On peut l'exporter en Markdown, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. On peut tout à fait l'exporter en Markdown. C'est basé sur Pandoc. Les Pandoc, c'est une command line, et je pense que ça gère Markdown, Pandoc. Je l'ai déjà fait, donc, mais c'est pas le truc que je fais le plus souvent, pour le coup, parce que quand Markdown, quand je dois faire du Markdown, j'écris directement en Markdown. Typiquement, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais typiquement OrgMod et Emacs, moi je les utilise comme mes outils de productivité personnelle. Et c'est grâce à ça que je pense que je suis devenu productif avec le temps, avec ce genre d'outils. Mais quand il faut collaborer avec les gens, je ne peux pas imposer aux gens d'utiliser Emacs, malheureusement, ou d'utiliser OrgMod. Et donc, du coup, une des manières de collaborer, c'est moi de faire mes documentations en document org et de les exporter en Markdown ou en HTML ou que sais-je. C'est comme ça qu'en tout cas que je l'utilise aujourd'hui. Quelque chose que j'ai pas dit, mais ici dans GitHub on a un readme.org. Il sera donc comme ça, il sera bien affiché, formaté par GitHub. Donc GitHub gère le readme.org. Voilà, c'est une petite anecdote qui permet de, si on veut, au moins l'utiliser de cette manière-là. Donc vous voyez, c'est très simple. Bon, là, à chaque fois, j'ai fait une petite cheat sheet si jamais j'ai oublié à chaque fois ce qui se passait. Donc, je vous montre un peu la différente syntaxe, blablabla. Bon, ça, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est. Ah oui, on peut faire des listes, évidemment. Bon, bref, que des trucs basiques. Il y a des commandes, c'est quoi que je voulais vous montrer ici? Ah ouais, insérer les liens. Ah oui, bon, peu importe, on s'en fiche de ça. On peut insérer des liens, effectivement. Bon, si je vais te le montrer. Allez. C'est-à-dire que là, j'ai tapé le lien à la main, mais effectivement, on a des commandes. On a des commandes Emacs qui permettent de le faire un petit peu de manière
avec de l'aide, disons, voilà, HTTP. Et puis là, je peux le taper en bas. Si vous voyez en bas, je suis en train de taper en bas. Voilà, bon, hop, ça me permet du coup de faire ça. Et il m'aide à faire la syntaxe. Voilà, bon, rien de particulier. Les tableaux. Alors les tableaux, c'est important parce que du coup, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tableaux en Markdown ou en ASCII doc. Ben, en fait, on n'en fait pas généralement parce que c'est chiant. Et regarde, donc là, pour une fois, le tableau devient sympa. Donc comment on fait un tableau? On les sépare par des pipes, les colonnes. Et ensuite, là, quand j'ai fait ça, je vais juste appuyer sur Tab. Et vous voyez que j'ai déjà un formatage qui se fait. Vu que là, c'est sur des noms de colonnes, si je fais un pipe tiret et un tab, je sépare le machin avec des lignes. Hop, j'ai mis mon nom. Vous voyez que j'ai fait un décalage parce que mon nom est plus grand que la colonne. Je fais Tab, j'ai le formatage qui se fait tout seul. D'accord? Et quand je fais Tab, je passe à chaque fois à la cellule suivante. Si je fais Entrée, je passe à la ligne suivante. Si je fais Shift Tab, je reviens à la cellule précédente. Etc. Bon, j'ai oublié un C, etc. C'est pour montrer le... Voilà. À partir du moment où avec Tab et Entrée, on peut faire ce genre de choses, ça devient tout de suite plus sympa d'utiliser les tableaux. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais vu d'éditeur Markdown faire ce genre de truc, alors que ça me semble bidon, quoi. Ça me semble vraiment bidon comme idée de mapper Tab à un reformatage de tableau, quoi. Et donc c'est un vrai plaisir d'utiliser les tableaux. Alors les tableaux, déjà comme ça, ils sont déjà cool. Mais, encore une fois, org-mode rajoute des commandes supplémentaires qui permettent de facilement déplacer les colonnes, comme vous voyez. Ou de déplacer les rows. Les lignes, hein, exactement. Donc, et vous voyez, donc, j'utilise Alt et les flèches pour ça. Donc la base que vous voyez, M up, M ça correspond à méta, et méta c'est mappé sur Alt. Donc en haut, quand vous voyez M up, c'est Alt up. Donc voilà, on peut aussi supprimer des colonnes. Donc, je vais faire un undo. On peut rajouter, supprimer des colonnes. Je vais faire un undo, en rajouter. Voilà, j'en rajoute plein. Après, je les déplace si je veux, etc. Enfin, voilà. C'est très 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 simple à utiliser et très très simple de naviguer dedans. Hop, un truc sympa aussi, c'est qu'on peut, ici je peux faire CTRL-C+, je crois que ça va fonctionner. Oui, et donc là si je fais P, ouais, 66. Donc du coup vous voyez que là j'ai lancé une commande qui était un petit peu invisible, mais qui était CTRL-C+, et CTRL-C+, est une commande qui fait une addition de colonnes, et qui le met dans le presse-papier, et ensuite j'ai pu le copier directement avec P, qui est la commande que j'utilise pour faire un paste, qui vient de Vim. Et cette colonne est une colonne normale, hein, c'est pas une colonne calculée à l'Excel. Très bien, on passe à la suite. N'hésitez pas à m'interrompre encore une fois. Là j'ai fait une cheat sheet avec d'autres commandes que je vous ai pas montré, je pense, parce que bon, y a plein de trucs. Voilà, org sort pour trier les colonnes, etc. Ah oui, org table import, tiens, je vais peut-être vous le montrer, ça c'est sympa, org table import. Vu que les tableaux, comme vous avez vu, c'est très sympa, quelque chose qu'on peut faire du coup, c'est org table import, trouver un CSV, donc là j'ai un fichier qui s'appelle airtravel.csv, et notre ami org le met directement en tableau, ce qui est plutôt sympa. Donc ça marche que pour les CSV à virgule, hein, pas pour les CSV français à base de point virgule, malheureusement. Il y a peut-être une configuration que j'ai pas trouvée, que j'ai pas cherché peut-être pour ce cas-ci. Et donc du coup, vous voyez que là, bah, le CSV c'est pas très agréable à manipuler, disons si on ne fait pas de langage de programmation. Là, hors d'un langage de programmation, dans un document, je peux manipuler mon CSV. Et ensuite le déplacer, supprimer des colonnes, comme je vous ai montré, etc. Machin, et bah, faire, si je veux, des additions. Voilà. Alors c'est CTRL-C+, et après je fais P, c'est ça, par exemple. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que c'est plutôt sympa. Alors, la partie tableur, elle a lieu tout de suite parce que, en fait, org a des features avancées sur les tableaux et il permet aussi de faire il permet de faire des calculs dynamiques un peu à la tableur. Donc du coup, je vais essayer d'en faire. Alors là, c'est quelque chose que j'utilise pas très souvent, donc je vais essayer de me rappeler comment on fait. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est afficher les lignes et les colonnes pour chaque tableau pour pas se perdre. Et ici, je dois pouvoir faire un 2 points égal, vsum, alors et je dois pouvoir faire peut-être arrobas 2,
$2. Ouais, d'accord. Ouais, $2, arrobase 2, donc il y en a un, dollar ça fait référence à la colonne et arrobase à la ligne, ou inversement, je ne sais plus. Jusqu'à $2. Alors ça va peut-être être n'importe quoi ce que je suis en train de faire. On va voir. Parce que comme je vous dis, c'est pas un truc que je fais très souvent. Invalide référence. Touk, touk, touk. On va faire 12. Non, bon, du coup, j'ai dû inverser les dollars et les arrobases. Je vais aller voir la cheat sheet. La cheat sheet me dit comment tout faire. Touk, touk, touk. Ouais, donc, ah oui, arrobase 2. Ok, bon, écoutez, on va prendre ça. Pour vous montrer. Et donc, du coup, la démo est pas extraordinaire, hein, vous avez remarqué, mais ça permet vraiment, lorsqu'on maîtrise, voilà. Bon, alors j'ai pas, je pense, fait les bons calculs vu le nombre que j'ai réussi à avoir, puisque je voulais calculer la colonne numéro 2. Mais toujours est-il que on peut donc facilement, là, il faut comprendre la syntaxe, bien sûr, c'est comme tout. Ça utilise VSUM, ça utilise en sous-jacent un paquet de Emacs qui s'appelle calc, donc une calculatrice. Et tout ce que cette calculatrice permet de calculer est utilisable directement dans les tableaux org. Et c'est pas recalculé automatiquement. Donc par exemple, si je modifie le 7 en 0, vous voyez que c'est pas recalculé. Je crois qu'il faut faire un toto. Voilà. Les calculs, c'est n'importe quoi. Hein. Mais bon, vous avez vu qu'il faut que je relance automatiquement, que je relance manuellement le calcul. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le calcul est stocké sous forme de metadata dans le tableau. Le tableau lui-même, c'est toujours du texte avec des pipes, quoi, hein, tout simplement, c'est séparé. Et org-mode stocke les choses un petit peu plus sophistiquées dans de la métadonnée. Et donc des gens utilisent org-mode pour faire leur compta. Alors, je ne sais pas quel genre de compta ils font, mais en tout cas, il y a des gens qui l'utilisent pour faire de la compta. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, combien de temps il me reste. Il me reste 22 minutes. Ouais, je vais peut-être vous en parler plutôt, je vais peut-être vous le montrer plutôt que de le coder, ça sera plus simple. Donc dans ce tableau qui est ici dans la cheat sheet tableur, donc là vous voyez on a le même tableau, mais cette fois on a une somme qui fonctionne bien ici. J'ai donné un nom au tableau avec cette métadonnée qui s'appelle table name, je l'ai appelé passengers. Et là je me suis créé un tout petit tableau, calculation, et on voit que dedans, ici, là, je fais référence avec la fonction remote passengers aux colonnes de la table passengers. Donc du coup, dans un autre tableau, on peut faire référence dans une formule, on peut faire référence à un autre tableau nommé pour du coup y inclure les calculs que l'on veut, et donc ça permet de potentiellement croiser les données de plusieurs tableaux pour en récupérer le résultat. Et donc le résultat qui est ici est issu du tableau juste avant. Voilà, quelque chose d'intéressant. Alors, org capture. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les tableaux ou sur autre chose d'ailleurs? Parce que n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Oui, oui. Alors, les lignes commençant par dièse, celle-ci par exemple, eh bien, effectivement, c'est la syntaxe org-mode. Dièse plus et un nom, c'est la manière de faire des métadonnées dans org-mode. Là, je suis à la ligne 285. Je vais vous montrer juste là, le début du fichier. Donc, le début du fichier, il a un title. Oh là là, le title est complètement pété. Donc, il a un title qui s'écrit avec dièse plus title. Quelque chose d'autre qui est supporté, c'est le author. Et donc, ici, je pourrais très bien dire que je suis auteur. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert, mais si ça a un intérêt, encore une fois, c'est pas que ça sert à rien. C'est si j'exporte en HTML ou en PDF, bah, ça sera écrit dans le fichier HTML ou dans le PDF. Donc, si je veux, ou même si je fais un document LaTeX, donc c'est pas inutile de mettre un auteur, parce qu'après si je prends un thème LaTeX, il va récupérer l'auteur et il va peut-être en faire un mémoire par exemple, et dans ce mémoire là il récupérera le titre dans title pour le mettre sur la première de couverture, et il récupérera le auteur pour le mettre aussi sur la première de couverture. Donc c'est pas inutile de le faire. Là dans le contexte où je vous fais une présentation, c'est pas utile, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Mais du coup voilà. Ça répond à la question? Super. Org capture. Alors capture, pareil, c'est un truc tout bête, mais qui est inclus dans org-mode encore. C'est-à-dire que
Ça a dû vous arriver, moi ça m'est arrivé. Vous êtes en train de coder, ou autre chose, en tout cas vous êtes concentré sur vos ordinateurs et quelqu'un vient vous voir ou quelqu'un vous parle par un chat, parce qu'il a un truc important à vous dire, a priori s'il vient vous déranger c'est que c'est important. Mais vous ne voulez pas y passer plus de quelques secondes sur ce qu'il vous raconte. Donc vous lui dites, ok je m'en occupe plus tard. Donc il vous dit, tiens tu peux regarder les logs de machin, et tu dis oui, je le fais plus tard, là je suis concentré. Donc Org Capture, c'est exactement pour ce cas-là. Ça sert à prendre des notes. Donc là, vous voyez, j'ai lancé un Org Capture. J'ai des templates. Là, je vais utiliser le personal to do, mais on peut créer les templates qu'on veut. Et là, j'ai par exemple, alors c'est pas du tout ça, c'est un to do. Regardez les logs de prod, peu importe. Hop, j'écris mon to do. Je l'enregistre comme il est écrit finish, vous voyez, CC, c'est-à-dire CTRL-C, CTRL-C. Et voilà, et là je peux me reconcentrer sur ce que j'étais en train de faire. Et donc là, en 30 secondes ou moins, j'ai pu accorder un minimum de temps à la personne qui est venue me voir, tout en prenant les notes nécessaires pour revenir dessus plus tard. L'idée, c'est d'interrompre le moins possible le flux de travail, enfin sur ce qu'on est en train de travailler. Et je vous ai montré du coup qu'on pouvait créer un to-do, et ça tombe bien parce que la partie d'après parle des to-do. Donc, org, c'est aussi gérer les listes de tâches. Donc les to-do, le scheduling, etc. Je vous montre comment on crée. Donc il faut que ça soit attaché à un header. Donc faire une presse Devox. Alors là, c'est bizarre qu'il ne m'ait pas mis. Donc je vais reloader. Ah non, ok, bon, il doit y avoir un espace en trop. Donc faire une presse Devox. Ça, c'est un header de niveau 2, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux écrire to-do en majuscule devant. Vous voyez que ça change de couleur pour indiquer que org a compris que c'était une nouvelle tâche. Une autre chose que je peux faire, c'est faire shift... Non, c'est pas shift droit, c'est alt shift droit. Non. Attendez, je vais le retrouver. Voilà. Contrôle shift droite pour du coup directement mettre un flag to do. Et si je continue à faire contrôle shift droite, vous voyez que j'ai d'autres choses. Donc ça permet d'avoir des checkbox, je ne vais pas en parler. Ou un OK, voilà. Donc ça permet de setter des keywords. Je vais aussi je vais rajouter un autre to-do. Faire la sieste, voilà. Et Orgmon nous propose ensuite une manière de les gérer, bien entendu. L'idée, c'est pas que de les mettre dans un document. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est alors, agenda, c'est dans quoi déjà? Bon, je vais taper org agenda, ça sera plus simple. Org agenda. Et là, j'ai différentes entrées, et en tapant sur T, il y aura list all of to-do entries. Ah, je recommence. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que là, j'ai ma liste de to-do. Alors, c'est un peu gros, hein, c'est pour la presse, normalement, c'est un peu moins gros que ça. Et on voit que j'avais d'autres to-do qui sont dans le même fichier, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est une manière de gérer les to-do dans un endroit centralisé. Et là, ce qui est affiché, tout vient du même fichier, hein, c'est écrit à gauche, là. Mais ça pourrait tout à fait être réparti sur de multiples fichiers, qui ne sont même pas dans les mêmes répertoires d'ailleurs. Et si j'appuie sur Entrée, ça me renvoie sur le to-do en question. Et là, si j'appuie sur Entrée, ça me le clôt, ma tâche est terminée, et ça rajoute une métadonnée dessus, pour indiquer quand je l'ai terminé. Voilà, donc ça c'est la partie to-do. Une chose qu'on peut faire aussi sur les to-do, c'est rajouter des deadlines. Donc du coup c'est dans deadline, org deadline. Alors là je m'étais trompé de raccourci, c'est D. Donc là il me présente avec un petit calendrier. Donc je pourrais cliquer avec la souris, mais comme je vous ai dit, dans Emacs, généralement la philosophie c'est d'utiliser pas la souris, en tout cas c'est l'idée. On peut tout à fait l'utiliser, hein, mais c'est pas l'idée. Donc là je me dis que la deadline c'est demain. Donc ce que je peux faire, au lieu de cliquer ou de taper une date, je fais plus un D. Hop, et on voit qu'il a compris que c'était demain. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. To do, appeler le médecin. Non. Alors non, ça ne crée pas de rappel pour le coup. Ça ne crée pas de rappel, ça permet, je vais te montrer juste après, ça permet ensuite de les voir comme sur un calendrier aussi. Commencer tâche dev, et donc tuk tuk.
On peut aussi attacher du coup des schedules. Alors le schedule, c'est plutôt une date à partir de quand ça commence. Voilà, plus de 2. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, c'est sur org agenda, donc où j'étais tout à l'heure, donc où j'ai affiché les to-do. Là, si on appuie sur A, il y aura écrit agenda for current week, or day. Et donc là, on a une visibilité de toutes les tâches en cours sur une sorte de calendrier. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est le 19 avril, le vendredi, donc c'est splitté par heure. Mais on voit sur les prochains jours, on a toutes les présentations. Donc les to-do que j'ai mis qui ont des deadlines apparaissent. Et les tâches en elles-mêmes qui ne sont pas des to-do, puisque ça existe aussi, on peut tout à fait, on n'est pas obligé de mixer to-do et schedule deadline, apparaissent aussi également. Donc là, j'ai présenté juste la semaine en cours, mais on peut tout à fait personnaliser pour avoir les 10 prochains jours, les 2 prochaines semaines, etc. Donc encore une fois, un outil qui permet de gérer son propre flux de travail sans sortir d'Emacs. Ça peut être un plus ou un moins. Moi, je suis plutôt content de rester dans Emacs parce que du coup, le temps que j'ai passé à apprendre Emacs me permet également d'utiliser de manière efficace OrgMod. Ça va peut-être un peu à l'encontre de la philosophie qui dit qu'il vaut mieux des outils spécialisés dans une seule tâche et les utiliser et les faire collaborer entre eux. Là, OrgMod, c'est un peu l'outil qui fait tout quand même, à l'intérieur d'Emacs. Donc, on va revenir sur la presse. Autre chose très intéressante aussi qu'on peut faire sur une tâche. Donc cette tâche, elle est prévue, on va pouvoir faire une presse Devox. On peut faire un clock-in. Donc quelque chose de... Voilà, je fais org clock-in. On voit que ça a rajouté encore une métadonnée. Et là, ça apparaît, pour le coup... vous voyez ici peut-être là, hop. Vu que c'est un peu gros, on le voit pas très bien, mais en fait on voit que ma tâche en cours, plus le temps écoulé dessus, apparaît dans ce qui s'appelle la mode line dans Emacs, en bas à droite, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc du coup ça permet de mettre en évidence la tâche sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Donc là je peux m'en aller de ce fichier, aller dans du code, machin, ça va rester là. Etc. Donc voilà, je vais attendre qu'une minute passe pour du coup faire un clock out. Je crois que c'est ça le terme, clock out. Et donc du coup, ça permet en plus de mesurer relativement précisément le temps qu'on alloue et qu'on passe sur des tâches. Donc là, on a commencé, il était 14h02. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est un clock out. Et j'ai pas besoin d'être dessus pour faire un clock out. Là, je l'ai fait parce que j'étais dessus. Je pouvais très bien être sur mon fichier de code ou que sais-je. Et il enregistre le temps que j'ai passé dessus. Et je peux faire plusieurs clock-in, plusieurs clock-out, et du coup je pourrais savoir combien de temps j'ai passé sur une tâche. Donc encore une fois, un bon moyen, je trouve, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais quand il faut remplir le CRA ou que sais-je, ça peut être un bon moyen de mesurer le temps qu'on a passé sur des tâches sans pour autant dépendre, je ne sais pas de quel autre outil, mais pour un truc aussi simple, que mesurer le temps, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir besoin de sortir de l'éditeur sur lequel on passe du temps. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps dans cet éditeur, donc c'est appréciable que je puisse faire tout ça à l'intérieur de l'éditeur sans dépendre d'un autre outil. Ouais. Ouais. Tu pars sur ton code, Ouais. tu fermes ton fichier, tu pars sur ton code, tu le mets de côté, etc. Ouais. Tu clock out, Ouais. la métadata Ouais. va ouvrir le fichier. Il va pas l'ouvrir, non. Il va si tu fais juste un clock out tout seul, vu qu'il n'y a qu'un seul clock in à un moment donné, il va se rappeler, en l'ayant mis en mémoire, où était le clock in que tu as commencé, et il va lui-même le rajouter dans le fichier ici. Voilà, dans ce fichier-là, même si tu le fermes et tout. Et il ne va pas te remettre sur le fichier, par contre, mais tu as une autre commande qui permet de revenir dans le fichier si tu veux. Mais oui, pas. Ce fichier sera modifié aussi. Tout à fait, ce fichier sera modifié, tout à fait. Oui, en fait, OrgMod ne dépend pas d'une base de données, c'est vraiment que du fichier texte et de la métadonnée, et donc tout ce qui est un peu dynamique sera dans les métadonnées, et c'est exactement ce qui se passe ici, et effectivement le fichier sera modifié. Ça peut être vu comme une limitation, je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne par défaut, et là tout ce que je vous présente jusqu'à présent est inclus dans OrgMod, il n'y a pas d'extension de package en plus, c'est à la fin de la presse que je vous montrerai, il reste 10 minutes. Je vais essayer d'accélérer. Donc après, à la fin de la presse, j'avais prévu de vous montrer des packages supplémentaires que je ne vais pas vous montrer du coup, qui permettent de faire des trucs intéressants. Le bloc de code, alors là, je vais aller vite parce que du coup, il ne me reste que 10 minutes et les blocs de code, pareil, si vous avez utilisé
les notebooks Python, Jupyter et compagnie, c'est un peu ça en plus puissant, quoi. Donc je vous fais une petite démo rapidos. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le bloc de code. Je vais passer par ma cheat sheet pour éviter de perdre trop de temps si ça vous dérange pas. Hop, donc là, vous voyez, j'ai une petite... Hop, comment faire pour... Hop, hop. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Donc là, j'ai un bloc de code en closure. On s'en fiche, ce qu'il fait, c'est pas intéressant, mais ce qui est important, c'est que j'ai rajouté result table pour lui dire de faire l'output en table org mode. Donc là, je fais juste entrer pour l'exécuter, et juste après, il modifie le fichier, encore une fois, pour rajouter ces données-là. Typiquement, là, je peux... regarde, org result, babel remove result. Ah, d'accord. Donc là, j'ai enlevé les résultats. Si je fais entrer, vous voyez, il exécute le code, et il modifie le fichier pour mettre le résultat ici sous forme de tableau. Donc ce tableau, ensuite, je peux le modifier comme d'avant. C'est un tableau, c'est du texte. D'accord? Donc potentiellement, il peut servir pour autre chose. Et là, donc c'est du closure, donc très simple. Ce que après on peut faire, qui est sympa, là je vous montre du shell. Donc ce shell là, donc ça c'est une commande shell qui permet de faire un DU sur les fichiers qui sont dans le Home Directory, donc pour savoir quels sont les plus gros fichiers. Donc je fais en entrée. Voilà, il me l'écrit juste en dessous. Et vous voyez, c'est encore mis sous forme de table, org mode. Et là, j'ai fait du shell. Au-dessus, c'était du closure, au-dessus, c'était du shell. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quel que soit le langage qu'on utilise, on peut formater l'output sous forme de table. D'accord? De table org mode. Et donc vous voyez que là, le nom, je lui ai donné un nom au tableau. Enfin, il s'appelle directories. Ici, je fais du R cette fois, un bout de code en R. Donc, alors, j'y connais rien en R, hein. Ça vient de la doc org mode. D'accord? C'est dommage, je devrais, je pense, plus l'utiliser. Et ce que je lui dis, c'est que l'output, cette fois, au lieu de le mettre juste en dessous, tu me le mets dans un fichier. Donc, dans le file qui est ici, et tmp/dirs.png. Et ce que fait ce bout de code R, il va lire directories, là, qui est ici. Vous voyez, ici, là, ce directories, là. Ce que fait ce directories, là, c'est qu'en fait, il va créer une variable qui s'appelle dirs, qui est l'output de directories. Et directories, c'est en fait ce bout de code-là. Vous voyez, je vais donner un nom à ce bout de code-là qui s'appelle directories. Et donc, du coup, mon bout de code R va exécuter le code shell qui est là. On a vu que ça crée une table en sortie, donc c'est bien pour débugger. Ce qui veut dire que cette variable qui s'appelle dirs ici va contenir l'output qu'on vient juste au-dessus, et lui-même va servir d'input à mon code R, ici. Et donc, du coup, j'exécute mon code R, qui lui m'affiche, bon, alors c'est moche et complètement inutile. Ça m'affiche la taille des fichiers avec des points. Bon, ouais, c'est vraiment complètement inutile, ça veut, en termes de... Mais vous voyez que là, ce qui se dégage de là, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je disais que c'est plus puissant qu'un notebook Jupyter, ou que sais-je, un notebook de n'importe quel langage. C'est là, on a un format pivot qui est la table org mode. Vous avez vu que j'ai utilisé 3 ou 4 types de langages différents qui savent tous lire et écrire des tables org mode. Et avec ça, on peut, finalement, avec 3 bouts de ficelle, faire des trucs inutiles, mais d'autres trucs utiles aussi. Si vous connaissez R, ce que je ne connais pas, on peut sûrement faire des trucs plus intéressants que ça. Et on peut utiliser Gnuplot ou que sais-je, n'importe quel outil qui permet de faire des graphes est utilisable en tout cas. Donc là, encore une fois, moi je m'en sers pas forcément de cette manière-là, mais moi je m'en sers pas mal, par exemple, pour faire des requêtes SQL dans une base, parce que avant j'utilisais JetBrains et IntelliJ, j'utilisais ce qui est intégré dans IntelliJ pour lire les bases de données. Il y a je sais plus quoi, il y a un client. Maintenant que j'utilise plus JetBrains, il a fallu que je trouve un remplaçant, et mon remplaçant, c'est triste à dire, hein, c'est org mode, donc c'est triste. Moi je trouve pas que c'est triste, hein, mais c'est moins facile d'accès, parce qu'on n'a pas l'autocomplétion, mais par contre, ça fonctionne avec tout. Donc typiquement, là, j'ai encore un bloc de code qui va taper sur du Postgres. Alors on voit que j'ai mis toute la conf à droite pour se connecter. Derrière, en fait, ça appelle PSQL, la commande PSQL, et donc du coup, là, si je fais ça, ouais, encore une fois, sous forme de table org, ça m'envoie un output de base de données. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin. Alors si, là, ce que je peux faire, je vais pas le faire, mais là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est aussi importer des tables. Donc là, on peut aussi
Là, l'output que j'ai fait avec Postgres, je peux très bien l'importer dans une autre base de données SQLite par exemple. Donc là, ce que je fais, vous voyez, c'est que je crée une variable qui s'appelle data, qui prend en input ici res Postgres, et le res Postgres, c'est ce que j'avais ici. Donc je peux l'afficher encore. Donc du coup, ce tableau-là, je lui donne le nom res Postgres, alors ça, il faut que je le mette au-dessus, mais peu importe. Et ici, avec mon bout de code SQLite, j'importe les données de Postgres dans SQLite, du coup, tout en passant par org mode en fait. Donc du coup, ça, je ne sais pas à quel point c'est facile à faire en shell. Franchement, j'ai pas essayé de le faire en shell. Mais en tout cas, avec le format pivot de la table org, c'est jaune, ça veut dire que c'est la fin. Je peux le faire sans réfléchir. Vous voyez que là, il n'y a pas de conf là. Hein. Vraiment, j'ai fait une bête requête SQL qui m'a fait un output de table org. Et ici, j'ai fait de la commande SQLite, donc ça appelle le binaire SQLite 3 derrière. Donc tout ça, c'est des commandes qu'on tape qu'on donne au binaire SQLite 3. Et on voit que lui, il prend juste un $data. Et le $data qui est ici fait référence à la table derrière. Donc voilà encore quelque chose que je trouve assez incroyable, que je n'avais jamais vu ailleurs de simplicité. Bon, il y a d'autres choses que je ne vais pas vous montrer. Alors la programmation lettrée, très important en tout cas, une des manières dont org-mode est utilisé le plus, c'est, je ne vais pas expliquer ce que c'est la programmation lettrée, mais en gros, non pas en gros, je vais vous le montrer. Donc ma config Emacs, c'est un fichier org. Et ce fichier org, vous voyez, tout ça là, tout ce que vous voyez, ça c'est du Emacs Lisp, c'est ma conf Emacs. Et donc ma conf Emacs est dans un fichier org. Et en fait, la programmation lettrée, c'est ce qui permet de mixer du langage naturel. Donc on voit que là, il y a du langage naturel dans un document, et un langage de programmation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que org-mode va utiliser une commande pour extraire tous les bouts de code et les outputter dans un fichier que je lui dis ici dans config.el avec la commande tangle ici. En fait, je lui dis quand je te demande de faire un org babel tangle, donc la commande org babel tangle, tangle, voilà, permet de prendre tous les bouts de code qui sont dans ce fichier-là et de les copier dans un fichier .el qui est l'extension Emacs Lisp. Donc en fait, ma conf, au lieu de l'écrire en Emacs Lisp uniquement, c'est un mix d'anglais et d'Emacs Lisp. Et l'idée, c'est de documenter sa conf, notamment pour Emacs, mais pas que. C'est très utile de faire ça. Une autre possibilité de l'usage de org babel, donc du fait de pouvoir exécuter du code dans org mode, c'est par exemple quand vous avez un readme.org par exemple. Si vous avez des bouts de code comme ça pour les nouveaux développeurs qui sont dans l'équipe et qui disent il faut que tu crées ton fichier privé .m2/settings.xml ou que sais-je, parce que dedans il faut que tu mettes ta clé privée pour te connecter à notre repo, il faut que tu mettes aussi ta clé pour te connecter à notre GitLab, etc. Potentiellement on pourrait tout mettre dans un bout de code comme ça, on appuie sur Entrée, ça exécute le code et la personne a son fichier qui est généré tout seul. Ça serait une manière très agréable, je pense, de faire un setup de développeur juste en ayant de la doc et en appuyant sur Entrée pour setuper, parce que là ce que je fais c'est des trucs simples comme du code closure, mais on peut très bien appeler des API, faire ce qu'on veut, on est d'accord. Donc s'il y a besoin d'appeler une API GitLab pour récupérer sa clé privée, que sais-je, ça se marche très bien aussi. Donc voilà, enfin, là, vraiment c'est sans limite pour le coup, ce qu'on peut faire avec quelque chose d'aussi puissant. Il nous reste 1 minute 43, je ne vais pas vous parler des packages externes de Verb, qui permet, si je vais vous le montrer, qui permet de faire du Postman. Donc on voit que là j'ai un tag qui dit Verb, et donc là si je fais si je lance ma commande Verb, non, là j'appelle l'API prix Nobel, no HTTP, ah oui, c'est ici. J'appelle l'API prix Nobel et je lui demande de me donner le prix Nobel de physique de 1903. Et ça me répond, vous voyez, on voit que c'est du coup, voilà, j'ai juste Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie. Et donc du coup, là, je vais remplacer Postman aussi avec ce genre de choses. Vous voyez, là, ça prend 4 lignes pour pouvoir appeler une requête en SQL. En HTTP. Bon, il me reste 1 minute. Donc je ne vais pas vous parler, j'étais sur la fin. Ce qui est important, et ce que je voulais vous dire, c'est est-ce qu'il faut utiliser org-mode. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un fan d'intégration et de personnalisation et de hack, je pense que c'est oui, et un très très grand oui. Parce que là, je vous ai fait qu'effleurer ce qu'on peut faire avec, mais vous voyez que comme on peut programmer en fait en Emacs Lisp, en fait, la limite, c'est un peu que ce qu'on a en tête.
Par contre, si vous ne voulez pas vous investir dans Emacs, probablement que ce n'est pas le bon outil à utiliser parce qu'il y a la barrière à l'entrée qui est un petit peu coûteuse malheureusement sur Emacs, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est oui, vous devriez aussi utiliser Emacs en fait. Si vous étiez comme moi et que vous voulez vous investir dans un IDE et que vous voulez qu'il soit open source et qu'il soit maintenu et avoir cette certitude-là que c'est un investissement pérenne, tout comme Git est un investissement pérenne, je pense, Emacs en est un. Alors peut-être que NeoVim en est un aussi également, hein. Là je ne dis pas que c'est le seul, mais pour moi c'en est un. Et c'est terminé pour moi. Donc je sais que sur NeoVim, il y a un plugin org mode, mais je ne sais pas à quel point il va. Peut-être qu'il peut juste afficher les fichiers avec leur formatage et que ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que par exemple le readme.org dans GitHub, il fait que ça, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas autre chose. Il y a des applications Android qui savent gérer les checkbox et les to-do, donc qui permet, et si on a un serveur Nextcloud par exemple, de synchroniser ces to-do avec notre application Android via un serveur Nextcloud et d'utiliser son application Android pour gérer ses tâches par exemple. Voilà, ça je ne le fais pas, j'envisage de le faire. Bon, j'ai dépassé d'1 minute, mais n'hésitez pas à venir me voir, hein, et puis voilà, si vous voulez m'envoyer un mail et me dire c'était pas bien, ou si vous voulez m'envoyer un mail et me dire génial, montre-moi d'autres trucs, ben, ça sera avec plaisir, vraiment, il n'y a aucun souci, vraiment, j'adore Emacs, j'adore org mode, faites-en, c'est trop bien. Voilà. Merci, merci, merci.